Je vous en prie. Quand tout le monde sera assis, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour que nous respections une minute de silence en hommage à la disparition de ces 4 jeunes qui endeuillent notre vallée. Je vous remercie. Bien, si vous voulez bien, nous allons faire l'appel. Gérard présent. Nicole Guérin. Francine Dardenne. Éric Pétieux. Catherine Guigli. Madame Bovetto a donné son pouvoir à Madame Guérin. Monsieur Dufour a donné son pouvoir à Madame Dardenne. Monsieur Yvon Aiguier. Monsieur Gilles Martinez m'a donné pouvoir. Madame Marchello a donné pouvoir à Madame Guigli. Monsieur Alain Prorel. Présent. Madame Petelet a donné pouvoir à Monsieur Aiguier. Monsieur Jeffal a donné pouvoir à Monsieur Prorel. Madame Jiménez. Monsieur Grisca. Madame Valdener. Monsieur Bruno Monnier. Madame Mulac a donné pouvoir. À qui? Monsieur Vioujas. Monsieur Sevrez. Madame Forjoux. Monsieur Guiglielmetti. Monsieur Hermite. Monsieur Chevalier. Monsieur Leroy. Monsieur Barnéou a donné pouvoir à Monsieur Vioujas. On ne se départit pas des bonnes choses. Madame Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Salle. Madame Alire a donné pouvoir à Monsieur Leroy. Et Monsieur Galliano a donné pouvoir à Monsieur Gilles Perly. Monsieur Perly. Présent. Monsieur Salle. Présent. Monsieur Bouchier. Présent. Monsieur Olivier Fons. Monsieur Sébastien Fine a donné pouvoir à Monsieur Chevalier, Madame Patricia Arnaud et Monsieur Charles Perrineau. Alors, il nous faut un ou une secrétaire de séance. Monsieur Guglielmetti, merci. Quel enthousiasme. Et un suppléant ou une suppléante. Il y a moins d'enthousiasme. Ah si, Gilles. Merci. Alors, je vais vous demander d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 18 décembre, à moins que vous n'ayez des remarques à formuler sur celui-ci. S'il n'y a pas de remarques, je mets ce compte-rendu au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. De la même manière, je vais vous demander si, par rapport au compte-rendu des décisions du président, vous avez des remarques ou des questions. S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Même chose pour les décisions du bureau prises au titre des délégations consenties par le Conseil. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets la délibération au vote, enfin ce compte rendu au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et enfin, je fais la même démarche pour le compte rendu des arrêtés du président. Pas de questions? Pas d'interrogations?
Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, la première délibération concerne le personnel. Et il s'agit en fait de création de 8 emplois non permanents à temps complet pour la campagne printanière et la campagne automnale de piégeage des campagnols. Donc, dans le cadre des 2 campagnes printanières et automnales de piégeage, le pôle aménagement du territoire sollicite la création de 8 emplois non permanents, accroissement saisonnier d'activité, afin de recruter 4 piégeurs de campagnols pour le printemps et 4 piégeurs de campagnols au titre de la campagne automnale pour une durée de 4 semaines à chaque campagne pour un emploi à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. Le coût généré de la création de ces 8 postes sur un mois entier représente environ 22 000 €, tout compris, le coût chargé, à proratiser en fonction du nombre de jours. Il est toutefois précisé que cette création de 8 emplois non permanents ne génère pas à proprement parler d'augmentation de charges de personnel par rapport à l'an passé, puisque la collectivité avait déjà embauché autant de piégeurs l'an passé. Donc c'est une reprise de notre position et de notre décision de l'an dernier. Le bureau du 4 février a émis un avis favorable. Y a-t-il des questions concernant cette création et cette embauche? Il n'y en a pas. Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Toujours dans le personnel, création d'un emploi permanent à temps non complet, toujours pour les campagnols. Le service campagnol sollicite, à titre de régularisation du tableau des effectifs, la création d'un emploi permanent à temps non complet, donc 25%, à raison de 8h45 hebdo sur le grade de technicien territorial afin d'exercer des missions de responsable du plan de veille et de lutte contre les campagnols terrestres, titulaire et à défaut contractuel sur la base de l'article 3-2, vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le coût généré par la création de ce poste sur l'année entière serait de 10 050 €. Il est toutefois précisé que cette création d'un emploi permanent à temps non complet ne génère pas à proprement parler d'augmentation des charges par rapport à l'an passé, donc c'est la même position que précédemment. Là aussi, le bureau du 4 février a émis un avis favorable. Donc le Conseil communautaire est appelé à approuver la création de cet emploi permanent à temps non complet pour le service campagnol. Donc y a-t-il des questions? Je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? L'unanimité, je vous remercie. Alors, remise gracieuse d'une dette d'un agent de la CCB. Au 1er septembre 2011, donc c'est une affaire qui remonte quand même à quelques années en arrière, 8 ans, une NBI de 20 points a été octroyée à tort à un agent de la CCB, Madame Issertine pour ne pas la nommer. En effet, par rapport à l'importance de sa régie, elle n'avait droit qu'à une NBI de 15 points. Arrêté, c'est la raison pour laquelle son ancien arrêté lui attribuant 20 points de NBI a été abrogé et un nouvel arrêté lui attribuant les 15 points de NBI à compter du 1er décembre 2018 a été pris. Compte tenu des règles de prescription, le service des ressources humaines est dans l'obligation de récupérer les indus de rémunération sur 2 ans en arrière. Dès lors qu'il s'agit d'une erreur du service des ressources humaines non imputable à l'agent, il nous est proposé de prendre une délibération pour lui accorder la remise gracieuse afin d'éviter qu'elle n'ait à rembourser le montant du trop perçu, à savoir 562,04 €. Donc le bureau du 28 janvier a émis un avis favorable et donc je vous demande d'approuver cette demande de remise gracieuse. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant ouvrir le débat d'orientation budgétaire qui doit nous permettre de discuter les grandes orientations des prochains budgets primitifs. Et selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle
avec un rapport explicatif de synthèse. Et la loi NOTRe a renforcé le rôle du DOB, du débat d'orientation budgétaire, puisque le rapport sur le débat d'orientation budgétaire doit être transmis obligatoirement aux communes membres pour une meilleure concertation de toutes les parties sur les décisions à prendre en matière financière et fiscale. Lorsqu'un site Internet existe, le rapport doit être mis en ligne. Et pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, ce qui est notre cas, et comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, le rapport doit comporter une présentation de la structure, une évolution des dépenses et des effectifs, et doit notamment préciser l'évolution prévisionnelle de l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Monsieur Olivier Fons, vous avez la parole. Merci. Je crois que vous avez tout dit, Président. Non, je plaisante. Donc, effectivement, les orientations budgétaires... Alors, je me suis mal fait comprendre. Les orientations budgétaires doivent être débattues, effectivement, dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Ce sont effectivement, ce que a dit le Président, des obligations relatives au Code général des collectivités. Donc, on vous a transmis un document très complet sur, effectivement, nos obligations en matière d'information préalable des élus avant de pouvoir se prononcer sur les budgets de la collectivité pour 2019. Pour ce qui est des principaux points qu'il faut évoquer, c'est le contexte économique international, européen et bien sûr national, les lois de finances budgétaires 2019, la programmation prévue effectivement pour les finances publiques sur une durée de 2018 à 2020, la composition des ressources humaines de la collectivité, l'état de notre dette au 31 décembre avec une analyse de celle-ci, des budgets atelier relais, assainissement et budget général qui devront être présentés sous forme de situation budgétaire, les ratios réglementaires, la prospective de la communauté qui nous est présentée par le cabinet Klopfer et le programme pluriannuel d'investissement 2019-2024. Donc, si vous voulez bien, pour ce qui est du contexte mondial, européen et national, vous l'avez, je pense, bien analysé. La situation est fragile, repose sur de grosses incertitudes géopolitiques et des tensions qu'on a notamment constatées sur le plan national, qui ont d'ailleurs obligé le gouvernement à statuer sur la loi de finances de façon relativement précoce. Cette loi de finances est caractérisée, vous l'aviez constaté dans l'ensemble des documents, par la suppression de la taxe d'habitation avec une compensation au niveau des collectivités pour l'instant, des dotations qui, elles, sur le principe, resteraient quasi stables sur le plan global des dotations, avec des variations relativement importantes quand même, suivant les collectivités. Et nous sommes dans la situation d'une collectivité qui ne sera pas trop impactée par des baisses de dotation. Donc on peut considérer que notre situation de dotation d'État sera relativement stable pour l'année 2019. En ce qui concerne la loi de programmation des finances publiques, donc c'est toujours l'objectif, comme les années précédentes, enfin comme l'an dernier surtout, de maîtrise des dépenses sur une base de l'ordre de 1,2% l'an, un recul de l'endettement des collectivités et une capacité de désendettement qui doit être contenue dans une durée inférieure à 12 ans. Donc je vous passerai un petit peu tous les détails qui sont contenus dans le document, parce que l'essentiel, c'est pas de les lire, c'est de débattre. Je pense que vous avez eu largement le temps de passer de bonnes soirées avec. Donc on va surtout regarder quelle va être la situation de nos ressources humaines au niveau de la collectivité. En ce qui concerne les emplois, vous constatez qu'en 2018, on a enregistré une légère baisse pour des non-renouvellements pour l'instant de postes. On est donc sur une base de 154 agents avec un détail des emplois permanents et des emplois non permanents. Une structuration de l'emploi qui est matérialisée en fonction des différents pôles d'activité de la collectivité, filière culturelle, technique, administrative et médico-social, avec bien évidemment une filière animation et des emplois fonctionnels.
une idée de ce que représente la pyramide des âges pour notre collectivité avec le rapport femmes-hommes. La parité n'est pas tellement respectée, effectivement. On s'aperçoit qu'on a une jante féminine assez forte dans la collectivité. Et puis une répartition qui nous laisse présager quand même 8 salariés qui sont dans une tranche d'âge 60-65 ans. Donc il faudra probablement envisager quelques départs à la retraite et peut-être effectivement des renouvellements de personnel. La structure de l'emploi par catégorie, vous savez qu'il y a des catégories dans la fonction publique, donc catégorie A, B et C avec différents pourcentages représentatifs. Donc cette ressource humaine a un coût, bien sûr. Vous l'avez matérialisé entre le montant qui a été liquidé en 2017 et 2018, la légère baisse dont on a parlé tout à l'heure liée aux effectifs, et puis le détail des charges qui incombent à cette masse salariale. L'absentéisme, donc il faut en parler, c'est une donnée importante. Donc on constate effectivement entre 2017 et 2018 une augmentation de cet absentéisme qu'il va falloir relativiser bien évidemment, puisque il suffit que quelqu'un soit en arrêt de travail de longue durée pour que ça plombe effectivement considérablement les statistiques et les chiffres. Donc on a effectivement essayé d'analyser cet absentéisme. Vous l'aviez dans les documents qui avaient été fournis précédemment en fonction des différents pôles d'activité avec un constat sur les crèches communautaires, de gestion communautaire, d'un nombre d'heures importantes, hein, mais c'est lié effectivement à ces arrêts longue maladie dont on a parlé tout à l'heure. Oui. L'unité, c'est quoi, jour, heure? L'unité de quoi? C'est des jours, pardon. Oui, oui. Tu n'as pas bien lu ton document, lui? C'est des fois qu'il y a une erreur sur le document. Bon, donc pour ce qui est des personnels, tout ça, je vous rappelle qu'à l'issue de cette petite intervention, il y a un débat, donc je vous exprimerai bien évidemment, et le président apportera les réponses qui conviennent. En ce qui concerne la dette de la collectivité, donc on a une dette qui est capitalisée au 31 décembre 2018 à hauteur de 10 309 895 € 25 centimes, à un taux moyen appliqué sur la dette de 3,37%, une durée de vie résiduelle de 15 ans et une durée moyenne de 8 ans, ce qui nous permet de dire qu'en cours de durée de vie résiduelle, il y a une grosse partie des emprunts qui vont effectivement arriver à échéance. Et un nombre d'emprunts total souscrit de 17, avec une répartition de nos encours en fonction des taux fixes, variables, basés sur le livret, basés sur l'inflation et à barrière avec multiplicateur. Il nous a été recommandé de classer par une charte qui nous est imposée par les pouvoirs publics notre dette en fonction d'un certain nombre de critères, que ce soit des indices sous-jacents, notamment liés au taux, au support de nos emprunts, et puis la structure de nos emprunts, catégorisée par catégorie effectivement de taux, qui donne un état de notre dette à hauteur de 60%, considéré comme relativement simple, hein, des taux qui sont non sujets à fluctuation, et une partie de notre dette à hauteur de 27% qui, elle, reste considérée comme avec des possibilités d'évolution de taux assez fortes. Ce sont des emprunts pour lesquels les contrats ne prévoient pas de possibilité de négociation, si ce n'est lié à une discussion et à un échange avec le prêteur. Donc c'est très hypothétique, hein, on verra ça plus tard. Un peu, voilà. C'est même pas la peine. Cette dette vous est décomposée effectivement par capitaux restendus sur la période de 2019 à 2027, et c'est ce qu'on disait, à partir de 2027, vous voyez que le capital restendu a tendance à être divisé par 2. Le capital qui, lui, est payé sur la période, donc c'est le remboursement de notre capital sur la dette, et l'intérêt qui est payé. Donc on a en gros 1 million
d'état de dette à assumer annuellement. Notre capacité de désendettement, c'est le rapport effectivement du ratio de la dette par rapport à l'épargne brute de la collectivité, ce qui fait que si la collectivité consacrait toute son épargne brute au remboursement de cette dette, il nous faudrait 4 ans, enfin 3 ans,7 pour rembourser. On peut considérer que ce sont des taux de capacité de désendettement qui sont très favorables. Bon, après, des petites données que vous aviez vues sur la répartition capital-intérêt, sur le flux de la dette. L'échéance 2024 qui vous est marquée par une baisse effectivement des flux de remboursement. Pour ce qui est du budget d'assainissement, ce serait donc en 2024 effectivement qu'on entame une grosse diminution du flux de remboursement. Situation budgétaire des ateliers relais. Donc à la fin de l'exercice 2018, le résultat du budget, toutes sections confondues, est excédentaire de 92 819 €. Donc là, c'est un budget qui va être amené à s'éteindre dans les peu d'années qui vont s'écouler là. Donc pas grand-chose à dire pour l'instant. Pour ce qui est de l'assainissement, donc on a fait effectivement le même calcul en ce qui concerne l'épargne brute du budget d'assainissement, le taux d'épargne brute. L'épargne brute, sa capacité d'autofinancement est de l'ordre de 320 000 € pour clôture de l'exercice 2018. Le taux d'épargne brute qui indique effectivement la part de recettes que la collectivité est en mesure d'épargner chaque année pour se désengager, donc est de 52,5%, considéré comme très satisfaisant. Après, vous avez on a essayé de présenter effectivement la façon dont tout budget de collectivité doit être présenté pour faciliter son analyse. Donc vous avez à gauche les dépenses, à droite les recettes, la partie du fonctionnement qui permet de dégager l'épargne brute après avoir assumé les frais financiers de notre dette. Et cette épargne brute, on voit dans la partie investissement la façon dont elle va couvrir les dépenses d'investissement. Il est important que l'épargne brute finance au moins l'amortissement de la dette, c'est une obligation. En ce qui nous concerne, on verra comment ça se décompose. Donc on va effectivement rapidement y accéder. Voilà, sur la base du compte administratif 2018 consolidé, on a essayé de ressortir, si vous voulez, uniquement les dépenses propres de gestion comparées aux recettes de fonctionnement et qui nous donne une indication sur la base d'une épargne brute, qui est donc notre capacité d'autofinancement à hauteur de 2 600 000 €, qui nous a permis d'éponger effectivement la dette de l'emprunt et les dépenses propres de gestion. Cette épargne brute à hauteur de 2,6 millions couvre notre capital de dette qui est de 600 000 €. Elle couvre en partie les investissements et est complétée au niveau de ses recettes par les subventions, le fonds de compensation de la TVA et les cessions éventuelles de patrimoine. Nous permet cette année de dégager un excédent de 400 000 €. Voilà, sachant que vous verrez que le vrai excédent est un petit peu plus important, mais qu'il y a 400 000 € de cession du patrimoine des pompes funèbres, qui nous permet effectivement de ne considérer que les 400 000 vrais euros d'épargne. Pour ce qui est de l'épargne brute, vous avez l'évolution qui vous est présentée sur 2015-2018, avec un léger rebond effectivement en 2017 et surtout 2018. Enfin, surtout 2018, pardon. Pour ce qui est du budget général, donc l'épargne brute, on l'a vu, représente 2 620 000 €. Notre taux d'épargne brute, lui, est de 16,7% et considéré comme très satisfaisant au regard des index qui nous sont fournis. Une aisance financière est supposée à supérieure à 15%, un seuil de vigilance à 10% et un seuil d'alerte à 7%. Donc pour l'instant, on est correctement placé. Donc là, c'est une donnée graphique de l'évolution.
Pour ce qui est de la situation budgétaire, fin 2018, la communauté de communes se caractérise par une situation financière saine, on vient de le voir, hein, épargne brute de 2,6 millions, taux d'épargne 16,7%, une capacité de désendettement à hauteur de 3,3 années 7. Par contre, les enjeux à venir pour la collectivité, ce sera de soutenir cette situation financière saine dans un environnement de poursuite de la contrainte sur les finances publiques qui n'est pas à négliger, et tout en assurant la prise en charge de nouvelles compétences qui lui sont transférées et en répondant aux besoins du territoire, bien sûr. Les principaux indicateurs financiers consolidés du CA, du compte administratif 2018. Donc vous avez effectivement en fin 2018 la répétition de ce qu'on vient d'évoquer. Les enjeux, on les a évoqués également. Par contre, les taux vous sont synthétisés sous forme d'un tableau de présentation. On va regarder maintenant plutôt la prospective sur le budget général. Je vous rappelle que toutes les données relatives à l'évolution des dotations, tout ça, vous ont été fournies. Et c'est sur ces bases-là qu'on s'est appuyé pour préparer ces diapositives. Donc là, l'évolution de la dotation d'intercommunalité qui est favorable au niveau de notre intercommune et qui devrait nous permettre d'éviter de recourir à la fiscalité pour assumer l'intercommunalité. Puisque jusqu'à présent, on prélevait sur la fiscalité de la collectivité des sommes pour reverser à d'autres collectivités moins favorisées. Et aujourd'hui, on n'en prélève presque plus. Ce ne sera que un petit chouïa. Voilà. Par contre, à l'horizon 2031, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on devrait, si les évolutions sont conformes à nos objectifs, on devrait effectivement retrouver des niveaux de DGF de 2015, qui étaient celles qui étaient juste avant, enfin juste après le début du redressement des finances publiques. Dans ces prospectives et ces hypothèses, vous avez une évolution des recettes de fonctionnement qui sont détaillées. Donc on s'est appuyé sur la loi de programmation de finances pour pouvoir effectivement savoir quels pourraient être les taux de progression. L'évolution sur 2018-2023 se situerait autour de 3% par an sur nos recettes, et il est évident que si on arrive à contenir ou à progresser dans la même mesure au niveau des dépenses de fonctionnement, on arrivera à maintenir une capacité d'épargne brute satisfaisante. Donc l'évolution est faite également en rapport des dépenses de la collectivité avec une estimation d'évolution de dépenses de l'ordre de 3% par an, enfin un petit peu moins. Voilà, il est bien précisé quand même qu'on n'a pas tenu compte des augmentations ou d'éventuelles mutualisations liées au transfert du pôle culturel ou à sa remise en état, sachant qu'on ne peut pas encore estimer véritablement les dépenses, les excédents de dépenses ou les améliorations de mutualisation qu'on pourrait faire sur le laps de temps. Il n'empêche qu'il est prévu de l'ordre de 40 à 50 000 euros pour l'instant de valorisation faite par le cabinet Falossi, et qui n'est pas prise en compte dans ces analyses. La résultante effectivement de ça pourrait nous conduire, dès lors que la réalisation se matérialiserait effectivement au niveau des hypothèses qu'on a formulées sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, on peut essayer d'imaginer des différents scénarios qui s'offrent à nous sur soit la rénovation du pôle culturel, soit sa construction, avec des hypothèses liées au taux de subvention qu'on pourrait obtenir, soit 35%, soit 50%, et l'impact et l'incidence sur notre besoin de financement sur la période 2019-2023. Voilà. Donc vous constatez qu'effectivement, si on envisage une construction de bâtiments avec une dotation de subvention minimisée, estimée à 35%, notre besoin de financement sur la période est de 25 700 000 qui peut être couvert par, d'une part, un prélèvement sur la trésorerie qu'on a réussi
à prévoir pour justement envisager des investissements, c'est quand même le but de la collectivité, des emprunts qui sont quand même encore faisables, et donc une couverture qui peut être envisagée. Donc tous les scénarios sont réalisables sur le principe. Donc voilà sur la présentation, sachant que toutes les données plus chiffrées vous sont données dans les documents qui vous ont été transmis. Et je crois qu'aujourd'hui l'essentiel c'est de discuter de ces orientations. Par contre, si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais évoquer quand même ma vision d'une collectivité, si je peux le faire. Voilà, donc pour moi la vision d'une collectivité repose sur un pacte financier et fiscal qui doit être un outil de gestion du territoire. C'est une charte en gros entre les communes et la communauté de communes qui définit une feuille de route sur généralement une durée de 4-5 ans, ce qui est la durée d'une mandature, et qui fixe les engagements de tous les acteurs de la collectivité, du territoire. C'est une charte qui est établie sur la base d'un diagnostic financier qui doit permettre effectivement de définir des orientations et des projets prioritaires et d'identifier les leviers d'action qu'on peut mobiliser pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il est évident que ce pacte doit être envisagé en début de mandature et non pas en fin, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, pour que peut-être si dans le futur les gens se posent des questions, ils pourront s'appuyer sur peut-être ce genre d'action. Donc ce pacte vise plusieurs objectifs: mieux connaître son territoire, ses ressources financières et fiscales, analyser la capacité fiscale contributive et soutenable par les habitants, c'est le poids de l'impôt, optimiser les recettes de fonctionnement des collectivités, que ce soit le PCI ou les communes, tout en maîtrisant la pression fiscale des contribuables, identifier les leviers financiers et fiscaux mobilisables pour dégager de nouveaux moyens d'action, corriger, atténuer les inégalités éventuelles qu'il peut y avoir entre les collectivités, les communes d'une même intercommune, et planifier financièrement des projets à la fois intercommunaux et communaux. Le pacte financier et fiscal pose plusieurs questions centrales au projet communautaire. Il permet d'examiner la compétence ou les compétences et les charges transférées par le passé entre les communes et le PCI, d'évaluer leur coût réel actuel, actualiser les ressources finançant ces compétences, évaluer le niveau d'engagement et de participation des collectivités, c'est effectivement le degré d'intégration fiscale, parce qu'il s'avère que pour notre communauté, compte tenu de l'ensemble des obligations légales que nous avons en matière comment dire, j'ai un petit trou, excusez-moi, ça va revenir, de nos compétences, ça y est, c'est fait, et des compétences qui ne sont pas obligatoires mais qu'on assume pour le bien-être du territoire, il s'avère que la communauté de communes prélève très très peu d'impôts sur ce qui est prélevé globalement sur le territoire. Donc on a peu de ressources et il faut faire beaucoup de choses. D'analyser aussi le niveau de la pression fiscale acceptable sur le territoire en tenant compte du lien entre les taxes professionnelles, taxes d'habitation et taxes sur le foncier bâti. Et une fois ce bilan réalisé et partagé, il permet d'établir une charte, un engagement entre communes et communautés qui représentera effectivement cette feuille de route sur la mandature et qui permet de définir au mieux les engagements de tous les acteurs dans cette action. Donc le pacte financier peut inclure plusieurs leviers d'action, la mise en place d'un mécanisme de partage de fiscalité entre communes membres et communautés EPCI, et la révision de nos attributions de compensation, bien sûr, les marges de manœuvre sur les impôts locaux, de nouveaux modes d'organisation et de gestion de l'administration locale, dans une logique de mutualisation et d'optimisation, le recours à des enveloppes de fonds de concours entre communes et communautés lorsque l'intérêt communautaire est démontré, c'est-à-dire que les petites communes qui ont effectivement sur leur territoire des besoins de structure doivent être aidées effectivement aussi par celles qui sont plus nantis. La règle sur les taux d'épargne brute est nette et la capacité de désendettement de la communauté. L'élaboration du pacte financier se réalise en général en début de mandat et en 3 temps. Il faut effectivement prévoir entre 12 et 18 mois pour le mettre en place, avec une phase de diagnostic sur
ce que sont les communes, ce qu'est le PCI, d'analyser fiscalement et financièrement l'ensemble, une phase de proposition et de définition de nouvelles organisations, avec mutualisation, transfert de compétences, et l'élaboration d'impact, investissement et nouveaux services à la population, définition des modes de financement, emprunt, subvention, fonds propres, et prospective financière sur 5 ans. Une fois validé par le PCI et ses communes, le pacte doit être revu bien évidemment chaque année pour ne pas être figé. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je pense que c'est une piste de réflexion sur le futur. Merci Olivier. Donc le débat est ouvert. Effectivement, je crois quand même qu'en conclusion, ce qu'on peut rappeler, c'est que nous avons des finances qui sont saines. Je crois qu'on peut l'affirmer, le rapport Club Fer le précise très clairement, que nous avons aussi, comme tu l'as dit, des capacités d'investissement qui existent. Là, aujourd'hui, l'épargne nette, c'est quand même pas loin de 2 millions, sans compter les autres recettes, dotations et autres. Donc ça veut dire qu'on a une capacité. On n'est pas dans la théorie complète, puisque vous avez aussi, dans le document qu'on vous a donné, le plan pluriannuel d'investissement qui a été envisagé, et qu'aujourd'hui, sans avoir recours à l'impôt, on peut réaliser. Alors, comme tu l'as dit très justement, on arrive en fin de mandature, donc cette année, on va faire des investissements qui étaient prévus et qu'on présentera lors du budget, mais qui sont d'ores et déjà inscrits dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. Mais les gros investissements comme celui que tu as évoqué sur le pôle culturel, s'il doit se réaliser, ne se feront qu'à la prochaine mandature et seront le fait des élus qui seront présents à la prochaine mandature. Donc aujourd'hui, on prépare le terrain. Il y a une programmation, puisque nous avons choisi un AMO pour pouvoir travailler sur la programmation théâtre et conservatoire et autres, à votre demande. Donc on était parti sur une hypothèse, aujourd'hui on travaille sur plusieurs hypothèses. On aura le rendu en cours d'année, et je pense qu'à partir de là, des choix pourront s'opérer, mais ils seront définitivement pris par la mandature qui viendra. Voilà ce que je pouvais dire globalement et rapidement. Remercier Olivier pour sa présentation. Et puis, vous laissez la parole. Ouais, je voudrais revenir sur une chose qui a été citée par Olivier Fons. Il s'agit des attributions de compensation. Je rappelle que lorsque nous sommes passés en taxe professionnelle unique, il y a 15 ans maintenant, à peu près, hein, c'était à Villard-d'Arène d'ailleurs, ça s'est passé. On a signé à l'époque un pacte entre les communes et la CCB, c'est-à-dire qu'on a accepté de passer en taxe en TPU. Hein. Ça n'avantageait pas certaines communes qui avaient un taux bien en dessous, d'autres qui étaient bien au-dessus. Ce taux a été lissé sur plusieurs années, donc ça c'est quelque chose qui a été accepté. Mais je pense qu'on ne peut pas revenir non plus sur ce pacte de départ, même si là-dedans il y a des compétences non obligatoires qui ont été prises à l'époque. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui doit être verrouillé à jamais. Hein, parce que rediscuter de l'attribution des attributions de compensation maintenant, ça me semble pas juste. Voilà, pour être poli. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant c'est vrai, mais demain pourquoi pas. Oui, Thierry. Oui, moi je voulais revenir simplement en termes de fiscalité sur l'importance de la vitalité économique de notre territoire. Et je pense que c'est quand même la clé de notre réussite, puisque les principales recettes de la communauté de communes sont quand même liées à l'économie. Donc il faut qu'on soit tous d'accord dans les mandatures futures pour toujours œuvrer dans ce sens. Et on le voit bien ces dernières années, et c'est souligné par tous les consulaires, par le BTP. Donc nous avons une chance formidable dans le haut du département et de manière générale dans tout le département, d'avoir une économie relativement florissante. Donc il faut absolument le maintenir, et je pense que ça résoudra beaucoup de problèmes pour l'avenir. Et cet argent, bien sûr, pourrait être utilisé dans d'autres secteurs, le social, la culture, qui est quand même aussi
un élément important de notre communauté. Oui, si je peux me permettre, je tempère un petit peu ce que tu dis en disant qu'effectivement le pari qui avait été fait lorsqu'on a effectivement mis en place la taxe professionnelle unifiée, c'était un pari de développement. Et aujourd'hui, il s'avère que ce qui est prélevé au niveau de la fiscalité sur le domaine professionnel, économique, est moins évident que ce qui était prévu, à savoir qu'on collecte un petit peu moins que ce que du coup on reverse aux communes. Donc on a constaté qu'entre toutes les ressources fiscales liées à l'économie, le pari n'a pas été gagné, donc il y a encore de gros efforts à faire. Pour l'instant, c'est un équilibre plutôt défavorable et il faut faire en sorte effectivement qu'on arrive à redresser la fiscalité de l'économie pour qu'elle puisse effectivement donner ses fruits, quoi. Pardon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il me semblait que les augmentations des bases avaient compensé cette légère baisse de taxes. Elles ont commencé pour qu'elles soient moins basses, mais c'est encore pas bon. Elle est négative? Oui. Oui. C'est sûr que les bases ne sont pas signes d'une efficacité économique, puisque les bases, elles sont décidées par le gouvernement, et donc elles sont votées par l'Assemblée, et donc n'ont rien à voir avec notre dynamique personnelle. Cette année, par exemple, on va avoir des bases qui vont augmenter de 2,2. C'est sûr que c'est une recette importante. On l'a vu dans la présentation que tu as faite. Aujourd'hui, les recettes sont en augmentation de 3% à peu près, les dépenses un peu en dessous de 0. Donc c'est vrai que globalement, on a une dynamique, mais c'est une dynamique, pour revenir sur ce que disait Thierry, aujourd'hui, elle n'est quand même pas le fait d'une industrie qui est extrêmement florissante, même si dans nos stations on fait un gros travail dans ce sens, mais on a encore à gagner, et je crois qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers à ce niveau-là. Pas d'autres contributions au débat? Allez-y. Oui, les choses sont globalement positives. Il y a une seule chose qui m'interpelle, c'est par rapport à l'absentéisme du personnel, c'est dans les normes ou c'est plutôt plus haut que dans d'autres collectivités? Parce que ça paraît comme ça paraît énorme, qu'à 48 jours pour un agent, ça paraît énorme. Alors c'est énorme. Quelle est votre analyse par rapport à ça? C'est pas une analyse, c'est effectivement un état. Comme l'a souligné Olivier, il y a des gens qui sont en longue maladie et qui pèsent lourd. Si on le rapporte au nombre de personnes, c'est lourd. Mais si on éliminait les 3 ou 4 personnes qui effectivement sont à l'année, on aurait des taux qui seraient tout à fait normaux et qui n'auraient. Voilà. Et le détail, là aussi, on pourrait vous sortir le détail de tout ça. Non, mais c'est analysé. Mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, on peut vous sortir les éléments qui font qu'effectivement, ça peut apparaître comme excessif, parce que effectivement, pris en brut, c'est excessif, mais ramené à une réalité, ça l'est beaucoup moins. Oui, Madame Dardenne. Oui, merci. Je voulais juste intervenir par rapport à dans le plan pluriannuel d'investissement, la ligne qui est indiquée sur la mobilité, la voie verte clarée. Le budget alloué à cette voie verte, voie douce plutôt, est relativement faible par rapport aux 22 km qui sont à aménager. Mais bon, c'est déjà un grand pas en avant. Et puis je pense que ce projet, il avance. Mais du coup, je me disais que compte tenu des perspectives de développement de la mobilité douce, il serait intéressant d'envisager pour les années futures des investissements. Donc là, je vois des zéros en 2020, 2021, 2022, alors que je pense que c'est quelque chose qui devrait
pouvoir se développer. On verra en fonction de la fréquentation de la voie douce qui sera opérationnelle dans le cours de l'année 2019. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager, voilà, une ligne qu'il faut faire vivre. Tout à fait. Pas d'autres contributions? Donc je considère que le débat d'orientation budgétaire est terminé. Il n'y a pas de vote sur le débat d'orientation budgétaire, je vous le rappelle, simplement une présentation. Et par contre, le budget doit avoir lieu dans les 2 mois, donc il aura lieu dans les 2 mois. Très bien. Je vais remettre le micro, Madame Kreutz. Merci. Concerne le centre d'incendie et de secours de Lagrave, puis pour lequel nous avons un certain nombre d'acquisitions foncières à réaliser et pour lesquelles il y a une modification de l'indemnité totale de dépossession. Donc je rappelle que nous avons la volonté de créer un centre d'incendie et de secours. Eh bien, on reviendra dessus après. Hein? Voilà, effectivement. Pauvre receveur, j'ai failli le squeezer. Bon. Alors, donc, je disais que dans le cadre du projet de réalisation d'un centre de secours et d'incendie dans la Haute-Romanche, nous nous sommes attachés depuis plusieurs années à acquérir des parcelles publiques ou privées nécessaires à la réalisation du projet. Les parcelles appartiennent à des propriétaires privés. Alors il y en a 4, hein, 1779, 1780, 1784 et 1785 E. Dès 2016, des négociations avaient été engagées avec les propriétaires sur la base de 5 € du mètre carré. C'est la délibération en date du 21/12/2016. Compte tenu des modifications de l'assiette du projet, de l'échec de certaines négociations, une procédure de déclaration d'utilité publique avait été engagée et devant permettre à la collectivité de disposer de la maîtrise foncière par voie d'expropriation ou à l'amiable et d'une mise en compatibilité du PLU. Dans le cadre de la commission du dossier de DUP en novembre 2018, le service France Domaine a de nouveau été consulté, la précédente évaluation étant arrivée à échéance. Dans la réponse, l'indemnité de dépossession est passée de 5 € du mètre à 6 € du mètre carré, pour 1 € de plus pour l'indemnité de remploi, soit 1 € de plus par mètre carré que le prix prévu. Ce qui fait que le prix prévu hors frais notariés, qui était de 6 120 €, qui est maintenant de 6 120, a été augmenté de 1 020 € par rapport au prix initial. Il y a des parcelles qui appartiennent à la communauté de communes de Lagrave qui sont cadastrées à la commune de Lagrave, pardon, cadastrées E 1781 et E 1783, concernant des biens vacants sans maître à l'issue de la procédure. La commune de Lagrave a délibéré pour proposer à la communauté de communes la cession à l'euro symbolique de ces parcelles. Il est proposé au conseil communautaire d'acquérir les parcelles appartenant à la commune de Lagrave sous la forme d'un acte administratif entre la commune et la communauté de communes. De même, pour le conseil départemental des Hautes-Alpes, les parcelles du conseil départemental, ces dernières sont cédées gracieusement dès lors que les autres parcelles privées auront été acquises. Il est proposé au conseil communautaire d'acquérir les parcelles appartenant au conseil départemental des Hautes-Alpes sous la forme d'un acte administratif entre le département des Hautes-Alpes et la communauté de communes. Il y a un avis favorable du bureau en date du 4 février. Le conseil communautaire est donc appelé à abroger la délibération 2016-107 en date du 21 décembre 2016, d'approuver l'acquisition des parcelles privées, section E 1779, 1780, 1784, 1785, au prix de 6 € du mètre carré, et de m'autoriser
à engager toute diligence nécessaire pour formaliser l'acquisition de ces parcelles, d'approuver l'acquisition par la communauté de communes du Briançonnais à l'euro symbolique des parcelles cadastrées à la section E 1781 et 1783 situées sur la commune de la Grave, apportant à la commune de la Grave, et d'accepter la dite acquisition soit régularisée par la rédaction d'actes établis en la forme administrative. Approuver l'acquisition par la communauté de communes du Briançonnais à titre gracieux des parcelles cadastrées E 1782 et E 2267 situées sur la commune de la Grave appartenant au conseil départemental des Hautes-Alpes et d'accepter que la dite acquisition soit régularisée par la rédaction d'actes établis en la forme administrative. D'autoriser le président et Sébastien Fine, premier vice-président, à représenter la communauté de communes lors de la signature des actes administratifs, à intervenir conformément à l'article L 1311-13 du CGCT, de s'engager à prendre en charge tous les frais d'établissement et frais notariés de l'ensemble de ces actes. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Il semble qu'on est parti, on est en bonne voie maintenant, Monsieur le vice-président, pour réaliser enfin sur votre territoire quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer la délibération au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Et nous allons revenir à celui que j'avais oublié, à savoir l'indemnité de conseil du receveur pour 2018. Monsieur Fons. Alors, par courrier électronique, généreux rapporteur. Par courrier électronique du 4 décembre, M. Didier Laurent, comptable public de la trésorerie de Briançon, nous sollicite au niveau de l'exercice 2018 pour une indemnité de conseil au taux de 50%, soit 1 295,47 €. Donc le bureau, en date du 4 février, a émis un avis favorable. La commission AGF également. Il est rappelé que les collectivités disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir au conseil du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité qui est correspondante. Ainsi, l'indemnité de conseil que la collectivité peut octroyer ou non et dont elle fixe librement le montant n'est pas la contrepartie de la qualité du service que toute collectivité est en droit d'attendre, mais de l'engagement et de l'investissement personnel du comptable. Voilà. Très bien. Y a-t-il des gens qui sont opposés? Je dirais que le conseil est un peu faible, mais voilà. Bon. Donc, il n'y a pas d'opposition à ce que nous réalisions cette dotation à notre receveur. À 50% du montant. À 50% du montant, bien entendu. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est voté à l'unanimité. La délibération suivante concerne une régularisation, un échange foncier dans l'espace commercial sud. Lors des travaux de la route des Maisons Blanches, une erreur d'implantation de longue date sur cette voirie a été identifiée et la limite foncière du domaine public se situe à l'intérieur de la propriété de la SCI Le Lauzon et une partie du trottoir se situe sur la parcelle AX 469 appartenant à la SCI Le Lauzon. Les surfaces étant équivalentes, il est proposé de régulariser la situation en procédant à un échange foncier par acte administratif. Les frais seraient supportés à 50% par chacune des parties, ce qui fait que notre trottoir sera chez nous et le reste du terrain sera rétrocédé à la personne à qui elle appartient. Donc il vous est demandé d'approuver cet échange parcellaire, d'accepter cette acquisition par rédaction d'actes établis en la forme administrative et de s'engager à partager les frais d'établissement de l'acte et de géomètre entre les parties, s'engager à inscrire et prélever les sommes au budget général de la communauté de communes, d'autoriser M. Sébastien Fine, premier vice-président, à représenter la communauté de communes lors de la signature de l'acte administratif et à intervenir conformément à l'article L 1311-13 du CGCT. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes? Non. Par abstention? Il n'y en a pas, donc à l'unanimité.
Et nous allons parler maintenant de zonage d'assainissement intercommunal, et c'est M. Sevrez qui rapporte. Je rapporte. Donc ce qui vous est proposé, c'est l'approbation du zonage d'assainissement intercommunal. Donc suite à son adoption par délibération du Conseil communautaire du 3 juillet 2018, le zonage d'assainissement a fait l'objet d'une enquête publique du 22 octobre au 22 novembre 2018. L'enquête a été réalisée selon les termes et conditions définis par l'arrêté du président du 28 septembre 2018, à savoir publication de l'avis d'enquête dans les annonces légales de la presse, affichage de l'avis d'enquête dans les 13 mairies des communes membres et au siège de la CCB, dépôt des dossiers d'enquête complets dans les 13 mairies et permanence du commissaire enquêteur dans 9 mairies et au siège de la CCB selon un calendrier qui a été communiqué. Donc les dossiers et registres d'enquête ont été mis à disposition du public dans les 13 mairies des communes membres. Le commissaire enquêteur a relevé 2 visites ayant donné lieu au dépôt de requêtes sur le registre d'enquête ainsi qu'une remarque des services de la CCB. Alors il y a eu, pour le détail, il y a eu une demande de monsieur le maire de Servières, il y a eu une remarque sur Névache et il y a eu une erreur matérielle sur Montgenèvre. Voilà les 3 points qui sont cités. Donc il a été apporté des réponses nécessaires sans conséquence sur le zonage d'assainissement. Donc en conclusion, le commissaire enquêteur est satisfait du dossier d'enquête publique et du déroulement de cette dernière. Les conditions étant réunies pour que le zonage soit finalisé, il émet un avis favorable à l'approbation du zonage par le Conseil communautaire. Donc, une fois approuvé, le zonage d'assainissement sera tenu à disposition du public à la communauté de communes du Briançonnais aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture des Hautes-Alpes. Donc, vu le code d'environnement, vu la loi du 3 juillet 92 sur l'eau, vu la loi du 2 février 95, vu le code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2018, approuvant les statuts de la communauté de communes du Briançonnais, et notamment sa compétence assainissement collectif et non collectif des eaux usées, vu la délibération du 3 juillet 2018 citée plus haut, vu la décision du 20 août 2018 de Monsieur le Président du tribunal administratif de Marseille désignant Monsieur Alain Blanc en qualité de commissaire enquêteur, vu l'arrêté du 28 septembre 2018 prescrivant l'organisation et l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de zonage d'assainissement intercommunal sur le territoire du Briançonnais, et considérant que l'enquête publique s'est déroulée du lundi 22 octobre 2018 au jeudi 22 novembre 2018, inclus, considérant que le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions favorables sans réserve le 17 décembre 2018, l'avis favorable du bureau du 4 février 2019 et l'avis favorable de la commission technique environnement développement durable du 5 février 2019, le conseil communautaire est appelé à, je vous laisse continuer, président, non, à approuver tel qu'il est annexé. Allez jusqu'au bout. Non, je vous laisse mettre au vote. Bien, je pense qu'il n'y a pas de questions sur cette délibération. Donc je la mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Et M. Pierre Leroy va nous parler de l'attribution du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la construction d'une plateforme supracommunautaire de co-compostage. Donc c'est un projet que vous connaissez bien parce qu'on en a reparlé régulièrement. Il est important pour la collectivité autant pour des raisons financières que pour des raisons environnementales. Si vous en voulez le détail, je peux vous les redonner. Donc là, ça concerne donc ce rapport de la commission d'appel d'offres qui a eu lieu le 11 février 2019 pour l'attribution de ce marché. Donc il y avait une tranche ferme, étude préalable sur le projet de plateforme avec double process. Ensuite, rédaction du programme du marché de conception-réalisation de la future unité de compostage. Et puis, il y a 4 tranches conditionnelles.
optionnel, la rédaction des pièces techniques administratives du dossier de consultation des entreprises, la consultation des entreprises, analyse des offres et attribution du marché, la relecture et assistance dans la procédure des DAE, demande d'autorisation à exploiter, en vue de l'obtention de l'arrêté préfectoral. Et puis la 4e tranche optionnelle, c'est l'assistance en phase d'études et en phase de suivi de travaux et réception de l'ouvrage. Donc